et 7 qui font 10. Oula, on est un peu dans le rouge là quand même. Un peu beaucoup même. Fred, c'est quoi ce bazar? Il y a le chiffre d'affaires qui se fait la malle. Bonjour madame la petite voix. Bah oui mais c'est vos employés, comment dire, c'est pas la grande forme. Qu'est-ce qui leur arrive? Faut me les remettre sur pied. Pour qu'une entreprise soit performante, il lui faut des salariés en bonne santé. Or, dans toutes les entreprises, les salariés sont exposés à des risques et à des contraintes qui peuvent avoir des conséquences sur le corps et aussi sur l'esprit. Le travail, c'est la santé. Moi, c'est ce que je croyais. Pas toujours, loin de là. Beaucoup de salariés souffrent de troubles musculo-squelettiques. C'est quand ça fait mal là, là ou encore là. Et puis, il y a les risques psychosociaux, le stress et parfois aussi du harcèlement dont peuvent être victimes certains employés. Et il y a encore le télétravail, pas toujours simple à mettre en place. Bref, c'est pas la folle ambiance au boulot. No, God, no! Et à la fin, ça se retrouve dans le chiffre d'affaires qui dégringole. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai mon chiffre d'affaires qui est tout ramollo, moi. De la prévention. En effet, dans chaque département, il existe des associations qui veillent sur la santé au travail, avec des équipes de professionnels, des médecins du travail, des infirmiers, des psychologues ou encore des chargés de prévention. Ils peuvent intervenir dans les entreprises privées comme publiques et ils sont là non pas pour sanctionner les employeurs, mais pour repérer les problèmes, des problèmes techniques, humains ou encore dans l'organisation du travail. Et surtout, eh bien, ils apportent des solutions. Bah oui, c'est bien, mais ça va encore me coûter de l'argent, tout ça. Pas forcément. Vous savez que, en général, 1 euro investi dans une action de prévention rapporte 2 euros. C'est plutôt une bonne opération. Ah oui, c'est bien ça, ça me plaît. On s'est aussi rendu compte qu'avec de la prévention, on améliorait la qualité et la productivité du travail et qu'une entreprise pouvait ainsi augmenter son chiffre d'affaires jusqu'à 20%. Ah, mon chiffre d'affaires, il remonte. De toute façon, tous ces investissements dans la prévention sont en moyenne amortis au bout d'1 an et demi. Et tout ça est valable pour les très grandes entreprises comme pour les toutes petites. Et même surtout pour les toutes petites entreprises. Oh, t'es mon sauveur, Fred. Bon, mais qu'est-ce qu'on attend là? Faut faire de la prévention. Allez, hop hop, au boulot. C'est pas gagné, hein. Mais on progresse, on progresse. Chiffre d'affaires. On n'est plus dans le rouge. Les troubles musculo-squelettiques, c'est le cauchemar des entreprises. Sous ce nom, un peu barbare, on retrouve les tendinites, les lombalgies, les cervicalgies, l'épicondylique latérale au coude, l'hygroma du genou, le syndrome du canal carpien empenné, le syndrome de la patte rotatoire à l'épaule. Entre autres. Ah, j'ai pas tout compris, mais ça fait mal, hein. Ah ouais, Et comment ça s'attrape, ces trucs? en travaillant. Ah ouais, je me disais bien aussi. Tiens, pour te donner une idée, la petite voix, en France, les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle indemnisée. Ils représentent même 87% des maladies reconnues dans le monde du travail. Et encore, beaucoup de salariés ne les déclarent pas. Malgré cela, eh bien en France, sur une année, ce sont pas moins de 10 millions de journées de travail qui sont perdues à cause de ces satanés troubles. Oh bah ça, c'est pas bon du tout pour les employeurs. Non, ni pour les employés. Ouh, je douille moi, aïe. Et moi alors? Oui. Les troubles musculo-squelettiques concernent absolument tout le monde. Les employés de bureau comme moi, mais aussi bien sûr celles et ceux qui travaillent dans des ateliers de production ou encore dans les hôpitaux. Les aides-soignantes sont notamment très touchées. C'est vrai ça. Au bout de quelques années de travail, beaucoup de salariés sont abîmés, usés. Certains peuvent même être déclarés inaptes au travail lors de leur visite médicale. Et là, c'est toute une vie professionnelle et personnelle qui bascule, un épisode souvent vécu
comme un drame. Et tout ça coûte cher à la collectivité et aussi aux employeurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La prévention, c'est toujours la meilleure solution. Des médecins du travail, mais aussi des spécialistes en ergonomie peuvent étudier les postes de travail des salariés et trouver des solutions. Dans un entrepôt de stockage, par exemple, investir dans des outils comme un transpalette électrique peut vite devenir rentable. D'abord, cela va éviter ou au moins réduire le nombre de journées de travail perdues. Et ensuite, si les troubles musculo-squelettiques d'un salarié sont reconnus comme maladie professionnelle, la facture peut vite grimper à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'employeur. Un peu plus de 22 000 euros en moyenne. Ouais, mieux vaut prévenir que guérir, comme disait ma grand-mère. Sans compter que si les arrêts maladie se multiplient, ça va commencer à faire mauvais genre. Ce n'est pas très bon pour l'image de marque de l'entreprise. Et pour nous alors? Alors pour ceux qui travaillent toute la journée devant un écran, un bon fauteuil, c'est crucial. La disposition de l'écran et du clavier est également importante. Ou encore la lumière. Et puis il existe tout un tas d'exercices recommandés. Cela peut faire sourire, mais quand on voit l'ampleur des dégâts, plus de 10 millions de journées de travail perdues chaque année, on rigole moins. Je suis d'accord Fred, mais là je suis toute coincée. Fais quelque chose s'il te plaît. T'es marrant toi. Moi aussi, je suis tout coincé. C'est pas gagné, mais on progresse. On progresse. La carrière d'un salarié n'est pas un long fleuve tranquille. Un salarié peut développer des problèmes de santé, il peut aussi être amené à travailler avec de nouveaux outils qu'il ne maîtrise pas forcément très bien. Et puis, il vieillit. Tout ça fait qu'à un moment donné, il n'est plus en capacité de faire correctement son travail. C'est ça qu'on appelle la désinsertion professionnelle. Exactement, la petite voix. Prenons un exemple avec un salarié, appelons-le Jean-Michel. Oh ouais, il est sympa, Jean-Mich. Jean-Michel a 50 ans et 20 ans d'ancienneté dans la boîte. Il bosse au stockage, un travail assez physique et qui demande pas mal d'organisation, donc de concentration. Avec le temps et les efforts répétés, il a des douleurs au dos et aux épaules. Oui, des troubles musculo-squelettiques. Et puis le nouveau contremaître a changé les méthodes de stockage. Résultat, Jean-Michel a du mal à faire son job. Cela engendre du stress chez lui, de la perte de motivation. Il se met à stocker les produits n'importe comment. Et puis il y a de l'absentéisme et souvent, ça se termine par un arrêt maladie. Pauvre Jean-Mich, il aurait fallu détecter le problème avant. C'est vrai, mais l'employeur ne peut pas tout voir et Jean-Michel, comme la plupart des salariés dans ce cas-là, n'a rien dit par peur de perdre son emploi. Et on fait quoi maintenant ? Le plus important, c'est le maintien en emploi. Et il faut d'abord rappeler que la loi interdit toute discrimination au travail en fonction d'un handicap ou de l'âge. Oh, encore heureux. Pendant un arrêt maladie, le mieux pour l'employeur comme pour le salarié, c'est de faire une visite médicale de pré-reprise. Le médecin du travail va alors déterminer si Jean-Michel peut reprendre son boulot et aussi dans quelles conditions il peut le reprendre. L'employeur peut aménager son poste de travail, par exemple. Absolument, mais la solution peut aussi être un emploi à temps partiel. Ou alors un autre poste plus adapté au sein de l'entreprise. Et tout cela peut être expérimenté. On appelle ça un essai encadré et c'est couvert par la caisse primaire d'assurance maladie. Évidemment, un projet professionnel comme celui-là doit se construire ensemble, c'est-à-dire avec le salarié et l'employeur. Oh, tout est bien qui finit bien alors. Oui, enfin hélas, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, il faut envisager une reconversion professionnelle qui est souvent vécue comme un drame par le salarié. Et puis, si c'est arrivé à Jean-Michel, il y a un risque que ça arrive aussi à ses collègues Jean-Claude et Jean-Philibert. Oh, il est sympa aussi, Jean-Phil. L'employeur a donc tout intérêt à faire de la prévention et chercher des solutions en amont, à la fois pour la santé de ses salariés, bien sûr, mais aussi pour la productivité de son entreprise.
Dans une entreprise, les salariés peuvent être exposés à des risques physiques en travaillant sur une machine dangereuse par exemple, ou à des risques chimiques en manipulant des produits toxiques par exemple, mais ils peuvent aussi être confrontés à des risques moins visibles, moins identifiables, les risques psychosociaux qui touchent tous les secteurs d'activité. On parle même de souffrance au travail. C'est vrai, il faut dire que les tâches demandées aux salariés sont devenues plus complexes. Les temps de repos se sont réduits, le travail s'est individualisé et la clientèle est de plus en plus exigeante. Ah, on n'a pas des métiers faciles, hein. Tout ça peut engendrer du stress. Le stress, c'est une charge de travail jugée trop importante par le salarié par rapport à ses capacités, ses ressources, et aussi par rapport au temps dont il dispose pour accomplir ce travail. Toujours plus vite, toujours plus haut. On n'est pas aux Jeux Olympiques non plus. Il y a aussi les violences internes. Cela peut être du harcèlement moral ou sexuel. Ah oui, #MeToo balance tes violences internes. Exactement. Et c'est aussi des conflits parfois entre l'employeur et ses salariés, souvent aussi entre les salariés eux-mêmes. #un peu énervé. Enfin, il y a les violences externes qui concernent tous les métiers en contact avec le public. Cela se traduit par des insultes, des menaces et parfois même des agressions. #pas très cool. Stress, plus violences internes, plus violences externes, ça fait beaucoup pour les salariés et cela peut entraîner des maladies cardiovasculaires, de l'anxiété et des dépressions, de l'épuisement professionnel, le fameux burn-out et même des suicides. Autant dire que ces risques psychosociaux ne sont pas à prendre à la légère. Ouais, là j'ai pas d'hashtag. Du côté de l'employeur, ce n'est pas très reluisant non plus. Une ambiance de travail dégradée va forcément provoquer une perte de motivation des salariés, de l'absentéisme, du turnover et des arrêts maladie. Pas très productif, tout ça. Mais comment on les repère, ces risques psychosociaux ? On peut les détecter lors de la visite médicale individuelle, mais des médecins du travail et des psychologues peuvent aussi intervenir au sein de l'entreprise. Ils disposent de questionnaires et de grilles d'analyse. Oui, il vaut mieux agir avant qu'après, j'imagine. T'imagines très bien, la petite voix. On parle de prévention primaire lorsqu'on intervient avant qu'il y ait un problème. Les professionnels travaillent alors sur les causes des risques possibles. On parle de prévention secondaire lorsque le problème est déjà là. Les professionnels peuvent alors réorganiser la façon de travailler pour limiter les risques. Enfin, on parle de prévention tertiaire, à tort d'ailleurs, puisque là, il ne s'agit plus de faire de la prévention, mais de réparer les dégâts. Et hélas, c'est souvent à ce stade que les employeurs et les salariés font appel à des organismes et des associations qui peuvent les aider. Tout juste. Bon, et toi, ça va mieux? Oh, dis donc, rien que d'en parler, ça me redonne la pêche, hein. Et moi, la banane. Bon, c'est pas gagné, mais on progresse, hein. On progresse. La qualité de vie au boulot, ça ne se décrète pas, mais ça se travaille. L'idée, c'est d'améliorer les conditions de travail en même temps que les performances de l'entreprise. Autrement dit, faire du bon boulot dans une bonne ambiance. C'est du win-win, du gagnant-gagnant, comme dirait l'autre. Oui, mais pour cela, il faut que tout le monde joue le jeu et que tout le monde dialogue. Des professionnels, c'est-à-dire des médecins du travail, des psychologues et des chargés de prévention, peuvent d'ailleurs intervenir dans les entreprises pour aider à enclencher le processus. Les salariés vont alors être considérés comme des experts de leur travail et de leurs conditions de travail. Ouais, on est des experts, nous. Enfin, en restant réaliste, les salariés vont pouvoir faire des propositions. Par exemple, réorganiser un poste de travail pour se faciliter la tâche sans pour autant faire moins bien le job. Ils peuvent aussi demander une salle de repos. Les pauses permettent également d'être plus performants ensuite. Et éventuellement, un baby-foot s'ils prennent leur pause en même temps, sinon, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'imagine que toutes les propositions ne vont pas être retenues.
Non, bien sûr, mais la démarche va davantage impliquer les salariés dans la vie de l'entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, le travail n'est plus au centre de la vie des gens. Souvent, la famille ou les loisirs passent avant. Surtout que parfois, le travail est ennuyeux ou n'a pas de sens. C'est vrai, la qualité de vie au travail va donc consister à améliorer l'ambiance au boulot, la culture d'entreprise et donc l'implication des salariés, l'intérêt du travail, notamment le degré d'autonomie et bien sûr les conditions de travail. Et tout ça va permettre d'éviter ou au moins de réduire les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux et la désinsertion professionnelle. Et l'entreprise va être plus performante. Exactement. Bon, on se la fait cette partie de jeu carry. Ah ouais, c'est moi qui lance la balle en premier. C'est moi. C'est pas gagné, hein, mais on progresse. On progresse. Le télétravail, certains y ont pris goût et c'est vrai qu'il y a des avantages. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Ils retrouvent tous les problèmes du boulot, mais à la maison. Home sweet home. Il y a d'abord les troubles musculo-squelettiques. Pour certains, le bureau en effet s'est transformé en table de cuisine et le fauteuil en tabouret. Et ça, c'est pas le pied pour les lombaires. Sans compter que souvent, le lieu de travail fait aussi office de crèche. Alors là, au niveau concentration, c'est le claquage de neurones assuré. Ouais, home sweet home. Il y a aussi la désinsertion professionnelle. Pour certains salariés, en effet, les plus âgés notamment, l'outil informatique et sa kyrielle d'application demeurent un grand mystère. Ouais, tiens, j'ai des archives. Désolé Fred, hein, c'est pas très glorieux pour toi. Entrer le code, bah oui, mais lequel? Ça tourne là? Oh, Oh Fred, il suffit d'uploader le software et de le convertir en JavaScript avant de faire un backup. qu'est-ce qu'elle raconte? Allô? Allô? Oh, y a quelqu'un? Oui, eh ben on fait ce qu'on peut. Il y a aussi les risques psychosociaux avec les courriels agressifs, les horaires flous et à rallonge et souvent la perte de sens du travail. Bref, le télétravail, c'est une autre façon de travailler. Le manager ne va plus pouvoir contrôler le travail de ses collaborateurs comme cela se passe dans un bureau. Il va devoir fixer des objectifs clairs et atteignables avec des priorités. D'ailleurs, s'il ne le fait pas, c'est lui qui va crouler sous le travail pendant que ses collaborateurs se tourneront les pouces. Quant aux salariés, eux, ils vont devoir faire preuve d'autonomie, ce qui peut être source de créativité chez certains et de stress chez d'autres. Ah bah faut organiser les choses, hein, sinon c'est le bazar. Oui, avec des réunions hebdomadaires, des débriefings qui vont aussi servir à reconnaître et à valoriser le travail de chacun. Ok, mais faut pas non plus tout remettre en cause. Non, bien sûr, les horaires de travail doivent être respectés. La déconnexion est un droit. Donc, les messageries professionnelles doivent être déconnectées le soir. Il faut aussi définir des pauses hors écran, mais aussi des rituels devant l'écran cette fois. Par exemple, le petit café entre collègues en visioconférence. Et puis après, eh bien, c'est une question d'habitude. Ouais, et il faut éviter les erreurs de débutants. Au fait, Fred, j'ai une autre archive. Oh là! Et patati, et patata, c'est moi le patron, c'est moi la directrice de communication, et non, c'est moi le chef, tati, tatata. Fred, on te voit tous, le directeur général aussi. Hein. J'ai rien fait, moi. On en était où déjà? Oui, je sais, c'est pas gagné, mais on progresse. On progresse. Pendant longtemps, la réalité virtuelle a été réservée à des activités, disons, ludiques. Mais depuis quelques années, le monde du travail et notamment les services de santé au travail s'en sont emparés, en particulier pour prévenir les accidents et réduire les maladies professionnelles. Vous allez voir, on va faire une petite expérience. Allez, c'est parti.
dire, là je suis sur le trottoir et je vais changer l'ampoule de ce réverbère tout là-haut. Tu parles. Tout se bastringue pour changer une ampoule. Pouf. Oui, mais à 15 mètres de haut, c'est pas sans danger. Alors la réalité virtuelle permet de former les salariés et de les sensibiliser aux gestes de prévention. C'est souvent plus efficace qu'un long discours. Alors c'est parti, je vais prendre les gants isolants, voilà, et maintenant je vais couper le courant. J'ouvre l'armoire électrique, je suis scrupuleusement la notice. Ah, c'est là qu'il faut couper. C'est la répétition de tous ces gestes, tout ce protocole qui permet d'éviter les accidents. Et puis avec cette technologie, on va aussi faire de la prévention intégrée, c'est-à-dire que l'on va concevoir virtuellement des postes de travail et même des machines-outils pour détecter dès le départ les risques potentiels. Et ensuite, on pourra concevoir réellement ces machines sans ces risques. Bon, j'en étais où moi? Allez. Mais un casque, c'est plus sûr. Un casque, merci la petite voix. Allez, je vais monter dans la nacelle et c'est parti pour l'ascension. Oh là, ça bouge, hein? La réalité virtuelle, ça peut aussi permettre à l'employeur de mieux comprendre le boulot de ses salariés, non? Tu as parfaitement raison. Par exemple, le travail d'une caissière de supermarché, vous savez, avec tous les articles à scanner et les troubles musculo-squelettiques que cela engendre. Et aussi, l'impatience des clients qu'il faut supporter. Bref, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, comme dans des jeux de rôle. Allez, j'y retourne. Allez, vas-y Fred, t'y es presque. Totale maîtrise. Je vais changer cette ampoule. Ah! Là, t'y t'es rétamé. Virtuellement, t'es pas au point. Je crois que j'ai oublié d'accrocher mon harnais à la nacelle. Bah oui, c'est pas gagné, hein, mais on progresse. On progresse.